Bonjour, je me présente, Sébastien Gamache, professeur à l'Université du Québec à Trois-Rivières au département de génie industriel. Depuis 2019 déjà, moi j'ai fait mon bac, ma maîtrise, mon doc en génie industriel. Ici à l'UQTR, j'avais une équipe d'enseignants, professeurs qui était beaucoup trop motivants, fait que j'avais pas le choix de rester ici. Puis là, ben justement, ma thèse de doctorat, je l'ai faite sur l'industrie 4.0 dans les PME manufacturières québécoises. T'sais, en gros, l'industrie 4.0, transformation numérique, à l'époque, quand j'ai commencé mon doctorat, c'était un paquet de technologies. T'sais, on disait aux entreprises, il faut faire sa transformation numérique, il faut implanter un paquet de technologies. Puis là, je me disais, Colin, moi, ça fait depuis 2012 que je travaille avec les PME, je fais des diagnostics d'entreprise, je les vois, je vois c'est quoi le terrain. Puis 4.0, t'es des années-lumière de ce qu'on voit dans la PME. C'est là que je me suis posé la question, j'ai dit, y a-t-il des affaires dans l'industrie 4.0? Y a-t-il des technologies qui sont beaucoup plus pertinentes, qui ont un beaucoup plus grand potentiel pour la PME, pour sa performance, pour qu'elle atteigne ses objectifs? Puis finalement, c'était un peu d'aller faire du ménage dans cette grosse liste d'épiceries-là qui était l'industrie 4.0. Puis rapidement, là, on a commencé à parler dans l'écosystème québécois de maturité numérique. Après ça, ben, tranquillement, pas vite, moi, ça m'a amené vers le readiness numérique. Puis pour se rendre compte que le monde n'était pas tout à fait prêt à implanter les technologies 4.0, il y avait des choses qu'il fallait mettre en place. Mais pire encore, en faisant de la recherche sur c'est quoi le readiness numérique, on s'est rendu compte que l'engagement des entrepreneurs, l'alignement stratégique, c'était même pas dans les critères dans la littérature du readiness numérique. Fait que là, ça m'a amené à me questionner vraiment sur tout le processus de transformation numérique au complet, là, de l'accompagnement, le diagnostic, toute la priorisation des projets, l'exécution des projets, calculer les bénéfices que ça amène, tout ça. Donc là, vraiment, moi, mon travail, c'est ça, tu sais. Ce qui me fait triper à l'université, c'est vraiment, étant donné comme ma relation avec le terrain, avec les chercheurs, avec les étudiants, j'ai l'occasion de me faire challenger tout le temps. Donc, partager du savoir, c'est une chose, mais de tout le temps te faire poser des questions, de te faire amener dans des angles différents, c'est vraiment ultra stimulant. Fait que moi, c'est vraiment quelque chose que j'adore parce que ça m'amène à avoir des idées, sortir des sentiers battus, juste explorer des angles qu'on n'avait jamais explorés encore. Ça, là, moi, c'est ce qui me fait vraiment complètement triper de mon travail. Puis, d'aller créer des équipes de recherche pour qu'ensemble, autant le terrain que des chercheurs, que des étudiants, on puisse adresser cet enjeu de transformation numérique. Moi, en tout cas, là, quand arrive l'été, on me demande, toi, Sébastien, l'été, t'es prof à l'université, fait que j'imagine que t'es en congé. Ça me fait mourir de rire parce que nous, on fait de la recherche, puis c'est comme si à toutes les fois qu'on parle de recherche, il y a comme un buzz. Le monde qui fait pas de recherche ne sait pas nécessairement qu'est-ce que c'est la recherche. Mais essentiellement, la recherche, c'est quand tu te poses une question vis-à-vis d'un phénomène puis tu réalises que tu n'as pas la réponse. Par exemple, je donnais l'exemple tantôt de le 4.0, la belle liste d'épiceries des technologies. Il y en a-tu qui sont plus pertinentes que d'autres pour la PME? Tu regardes, puis non, c'est comme s'il n'y avait pas de priorisation. C'est comme s'il fallait tout faire. Mais y a-t-il un ordre? Est-ce qu'il y en a qui sont plus pertinentes que d'autres? Je vais donner un autre exemple. J'ai réalisé là, depuis 2012, à force de travailler avec les PME, que la planification de production, c'est vraiment pas le gros... C'est pas vraiment un succès dans la plupart des entreprises. T'sais, il va y avoir des logiciels qui sont implantés, puis tout le temps, la planification elle va être faite sur Excel, elle va être faite à la main, elle va être faite dans la tête d'une personne. Puis là, je me suis posé la question, y a-t-il une raison pour laquelle la planification de production est aussi peu existante ou performante dans les entreprises? Puis je me suis rendu compte que la planification, hein, c'est comme la cerise sur le sundae. Le problème, c'est que pour mettre une cerise sur un sundae, ça prend un sundae. Puis ça, c'est toute la base des bonnes pratiques d'affaires. C'est les données de production, c'est la mise à jour des données, c'est ton système informatique qui a les bonnes données dedans, que les gens utilisent, qui est mis à jour. Mais comme la plupart des PME n'ont pas accès à toute cette structure-là, tout ce sundae-là, ça veut-tu dire qu'ils ne pourront jamais faire de planification de production? Est-ce qu'il y aurait moyen d'avoir un sundae à plusieurs étages? Genre, tu bâtis un sundae, tu mets une cerise, tu arrives à aller chercher certains bénéfices, tu mets un deuxième étage de crème glacée, puis tu remets un autre cerise. Puis, parce que là, ça fait en sorte que tu peux faire de la planification de production incrémentale. Ça existe-tu?
Pas nécessairement. Puis dernière affaire que je veux donner comme exemple de c'est quoi la recherche, c'est quoi le genre de questions qu'on pose, c'est, moi je me suis rendu compte, parce que je fais des cartographies de chaîne de valeur, je fais des diagnostics d'entreprise depuis déjà une douzaine d'années. Les outils d'accompagnement sont souvent très longs. Les entrepreneurs ont peur que ça dorme sur une tablette, que ça prenne trop de temps, que ça coûte trop cher, puis que ça donne rien au final. Puis là, on a fait une recherche, moi puis un de mes étudiants, puis on a fait une revue là, de 80 outils d'accompagnement à la transformation numérique. On a fait une super de grosse recension pour se rendre compte qu'il n'y en a quasiment aucun de ces outils-là qui est soit efficient ou efficace, prend trop de temps, l'alignement n'est pas clair entre la question qui est posée, les recommandations qui sont apportées, l'objectif réel de l'entreprise finalement. Puis ça fait en sorte que les outils sont lourds, on pose beaucoup de questions tant qu'à y être, puis on ne sait pas c'est quoi dans le fond un bon outil d'accompagnement à la transformation numérique. Donc, ça, c'est le genre de questions qu'on se dit, c'est quoi un bon outil? On fait de la recherche là-dessus pour être capable éventuellement de dire au gouvernement, ou je sais pas, regarde, cet outil-là, s'il répond à tel critère, il est béton. T'sais. Fait que là, vous pouvez l'utiliser, puis il va y avoir des bénéfices, puis il ne coûtera pas trop cher à subventionner. Pour les entreprises, on va aller chercher un plus grand engagement. Donc, grosso modo, c'est ça la recherche. Ce qui est le fun, c'est vraiment le triangle entre la recherche. Étant donné que je suis collé sur le terrain, je peux faire sortir des problématiques du terrain. Comme je suis sur le terrain, j'ai plein de cas d'entreprise que je peux venir enseigner dans mes cours. Les étudiants ils trippent là-dessus. Fait que là, ils viennent me voir, ils sont comme « Ah, je peux-tu travailler avec toi? » Je les accroche pour venir faire de la recherche avec moi. On va venir valider notre recherche sur une problématique de terrain dans l'entreprise. C'est vraiment le fun, la position de professeur, quand tu comprends vraiment tout ce cycle-là entre recherche, enseignement, service à la collectivité, aller sur le terrain. Donc, ça, c'est ce que je suis. C'est un plaisir. Merci beaucoup.